Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous annoncer la mise en ligne d'une nouvelle vidéo consacrée à la performance de l'administration du point de vue de l'usager. Cette vidéo a été réalisée par Iba Eraman Shekal, étudiante en Master 2 Droit public général et contentieux public, Vincent Leroy du Master de Finance et Fiscalité publique Promotion Cambon, année universitaire 2024-2025, et Romain Martin, également en Master 2 Droit public général et contentieux public. Cette vidéo a bénéficié de la participation de M. Philippe Fay, député de Pas-de-Calais, que je tiens à remercier pour ses réponses à leurs questions. La notion de performance dans l'administration occupe une place centrale dans le pilotage des administrations contemporaines. Dans un contexte de contraintes budgétaires croissantes et de défiance vis-à-vis des institutions, la question de l'efficacité des services publics ou de l'administration en général est devenue un enjeu clé. Toutefois, la performance ne peut plus être appréhendée uniquement à travers des indicateurs économiques ou techniques. Il s'agit désormais d'intégrer pleinement le point de vue de l'usager, qui est l'un des destinataires des politiques publiques. L'introduction de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, en 2001, a marqué une rupture dans la gestion publique française. En instaurant des objectifs mesurables et des indicateurs de performance, cette réforme a favorisé une approche axée sur les résultats. Pourtant, ces outils restent souvent centrés sur des critères internes au détriment de l'expérience vécue par les usagers. Ces derniers évaluent la qualité d'un service public sur des critères différents, tels que l'accessibilité, la simplicité des démarches ou encore le respect des délais administratifs. Nous allons présenter le processus à travers lequel le point de vue de l'usager participe à l'évaluation de la performance publique. Quels sont les fondements de la démarche de performance? Quelle est la nécessité d'y intégrer les usagers? Nous verrons aussi les enjeux liés au cadre budgétaire avant de nous concentrer sur la mesure de la qualité de service. Nous aborderons également le rôle des parlementaires, les méthodes de prise en compte de l'expérience des usagers et les outils d'évaluation. Nous allons observer si la logique de performance par le biais de l'usager a porté ses fruits dans l'amélioration du budget de l'État. L'évolution des dispositifs légaux et l'adaptation des indicateurs a-t-elle abouti à une meilleure gestion de la performance ou ne présente-t-elle pas, au contraire, des limites importantes? Pour approfondir cette présentation, nous avons sélectionné plusieurs indicateurs dans des missions diverses pour observer leur évolution. Nous pourrons alors voir comment ces indicateurs remplissent leur fonction en termes de pertinence et de fiabilité. En quoi consiste la démarche de performance et pourquoi intègre-t-elle le point de vue de l'usager? La réforme introduite par la LOLF a profondément transformé la gestion publique en France. En substituant une logique de moyens à une logique de résultats, cette réforme a introduit une approche fondée sur la responsabilisation des gestionnaires et la transparence des politiques publiques. Avant l'entrée en vigueur de la LOLF, une logique de performance était déjà en place, notamment depuis la moitié des années 90, avec des contrats d'objectifs assortis d'indicateurs de performance permettant de mesurer l'impact de l'action budgétaire et de définir précisément les leviers d'action qu'il faut enclencher. Une mesure similaire était faite avec les contrats de progrès, mais un problème récurrent se présentait. Des indicateurs trop instables dans le temps et trop souvent indisponibles. Pour donner un exemple concret, en 2000, le ministère de l'Industrie, chargé de l'entretien et du réseau routier national, ne disposait pas d'outils d'évaluation communs avec le ministère de l'Équipement, lui permettant de suivre l'état du réseau, de mesurer le niveau de qualité de service et ne pouvait donc pas optimiser l'allocation des crédits dans le temps. L'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances de 2001 a justement permis de mieux répondre aux principes de spécialité prévus par l'article 7, en imposant l'évaluation rigoureuse de la performance de l'administration par des indicateurs plus exhaustifs et plus précis. Chaque mission budgétaire est accompagnée d'objectifs et d'indicateurs permettant d'évaluer l'efficience des services publics. Toutefois, ces outils sont souvent élaborés sans tenir compte de la perception des usagers, qui reste un levier clé pour mesurer la légitimité des politiques publiques. Les indicateurs centrés sur le point de vue de l'usager permettent de dépasser cette approche purement technique. Ils mesurent des éléments essentiels tels que la satisfaction, les délais perçus ou la qualité ressentie des services.
Cette recherche d'indicateurs de suivi de la qualité, de l'efficacité et de l'efficience du service public était au cœur de la rénovation des documents budgétaires, notamment grâce à la mise en place des projets annuels de performance, dits PAP, et les rapports annuels de performance, dits RAP. L'implémentation de la démarche de performance par le biais d'indicateurs répond à la volonté de moderniser l'administration, de s'ancrer dans un contexte de rationalisation des choix budgétaires. Cette recherche d'indicateurs de suivi de la qualité, de l'efficacité et de l'efficience du service public est au cœur de la rénovation des documents budgétaires. Afin de favoriser le développement d'analyses coût-efficacité et de l'optimisation des dépenses dans la mise en œuvre des politiques publiques, cette démarche cherche à associer à la présentation des crédits budgétaires de tels indicateurs de qualité. Il s'agit d'assurer une amélioration continue de la qualité entre services attendus par usagers, services voulus par l'institution, mais aussi entre services réalisés, services perçus, et surtout faire connaître et vérifier la fiabilité des crédits aux objectifs. Pour cela, il faut des indicateurs pertinents. Prenons un indicateur dans le domaine de la santé. Le délai moyen des demandes d'AME, qui est un indicateur pertinent du point de vue de l'usager. Selon le projet annuel de performance Mission Santé, ce délai est passé de 33 jours en 2021 à 28 jours en 2022 grâce à des mesures comme le renforcement des équipes d'instruction et l'ouverture de nouveaux pôles, notamment à Poitiers. Toutefois, des disparités subsistent, notamment en Guyane, où les délais atteignent encore 51 jours, révélant l'importance d'une adaptation locale des politiques. De même, dans l'éducation, l'indicateur du taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, CDAPH, pour la scolarisation des élèves en situation de handicap, est un indicateur clé dans les projets annuels de performance de la mission enseignement. Cet indicateur mesure la capacité de l'administration à mettre en œuvre les décisions des CDAPH, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de matériel pédagogique adapté et l'affectation en unités localisées pour l'inclusion scolaire, appelée également ULIS. Le taux de couverture des prescriptions de mise à disposition de matériel pédagogique adapté a connu une baisse, passant de 76,4% en 2018 à 67% en 2021, soit une diminution de 9,4 points. Cette tendance indique des défis persistants dans la fourniture de ressources adaptées aux besoins des élèves en situation de handicap. En ce qui concerne l'affectation en ULIS, le taux de couverture était de 85% en 2021 dans le premier degré et de 86% dans le second degré. Ces chiffres reflètent une couverture relativement élevée, bien qu'il reste des marges d'amélioration pour atteindre une inclusion scolaire optimale. L'importance de cet indicateur réside dans sa capacité à évaluer l'efficacité de l'administration à répondre aux besoins spécifiques des élèves en situation de handicap. Un taux de couverture élevé démontre une mise en œuvre efficace des décisions des CDAPH, tandis qu'un taux faible signale des lacunes nécessitant des actions correctives. En intégrant cet indicateur dans les PAP, l'administration s'engage à améliorer continuellement la qualité de l'inclusion scolaire. L'intégration du point de vue de l'usager dans l'évaluation de la performance publique n'est pas qu'une question de méthode, elle contribue en effet à renforcer la légitimité de l'action publique en montrant que les politiques sont conçues pour répondre aux attentes réelles des usagers. Cependant, cette approche nécessite des outils adaptés, capables de refléter avec précision l'expérience vécue par les usagers. Le cadre budgétaire instauré par la LOLF impose une gestion rigoureuse des ressources publiques, en exigeant que chaque dépense soit justifiée par des objectifs précis et mesurés par des indicateurs de performance. Cette approche, bien qu'efficace pour rationaliser les dépenses publiques et améliorer la transparence, peut parfois se heurter aux attentes des usagers. En effet, la quête d'efficience budgétaire peut limiter les moyens alloués à certains services en créant des tensions entre la maîtrise des coûts et la qualité perçue. Un exemple éclairant est celui du délai moyen de délivrance des titres. Il s'agit d'un indicateur clé de la mission Administration générale et territoriale de l'État mentionnée dans les projets annuels de performance. Il mesure directement la perception des usagers sur un aspect crucial du service rendu, la réactivité administrative face à leurs demandes. En 2022, cet indicateur affichait un taux de satisfaction à 78%, en deçà de l'objectif fixé à 85%,
soulignant des marges d'amélioration. Cet écart reflète à la fois une augmentation imprévue des demandes et les effets des politiques d'efficience budgétaire qui ont impacté les ressources humaines et matérielles mobilisées dans les préfectures. Dans un souci de transparence de l'administration, la préfecture du Var publie les résultats tous les trimestres. Exemple, au troisième trimestre de 2024, le taux de satisfaction global des usagers pour la délivrance des titres était de 79%. Le taux d'appel décroché en préfecture était de 97%. Le délai moyen de délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports était de 17 jours. Et enfin, le délai moyen de délivrance des permis de conduire était de 32 jours. Les indicateurs budgétaires, bien qu'utiles pour mesurer l'efficience économique, doivent être complétés par des outils centrés sur l'usager pour éviter un déséquilibre entre les objectifs financiers et les attentes des citoyens. Voici un indicateur parlant. Dans les services fiscaux, le taux de satisfaction des contribuables concernant les réponses en ligne pourrait enrichir le suivi de performance. En 2022, ce taux était de 78%, mais chutait à 50% parmi les usagers non habitués aux outils numériques. Cela mettait en lumière des inégalités dans l'accès aux services. En 2019, une enquête affirmait que 89% des usagers ayant eu un contact avec les services des impôts se déclaraient satisfaits du service rendu, et ce, alors que le contexte s'annonçait difficile avec la mise en place du prélèvement à la source. 72% des usagers se mettent en relation avec les services fiscaux via Internet, notamment grâce à la messagerie sécurisée, facile et rapide, d'après cette même enquête. Néanmoins, les tensions entre cadre budgétaire et qualité perçue montrent que les indicateurs doivent être conçus pour équilibrer l'efficience économique et les attentes des usagers. En s'appuyant sur des outils qualitatifs, comme les enquêtes de satisfaction, les administrations peuvent mieux ajuster leurs objectifs budgétaires aux besoins réels. L'évaluation de la qualité des services publics repose traditionnellement sur des indicateurs techniques ou financiers, comme les délais de traitement ou les coûts moyens. Cependant, ces mesures, bien qu'objectives, ne suffisent pas à refléter l'expérience vécue par les usagers. Ces derniers jugent la performance d'un service public à travers des critères subjectifs mais essentiels, tels que la clarté des informations, la simplicité des démarches ou encore le respect des engagements annoncés. Les enquêtes de satisfaction constituent un outil privilégié pour capter cette perception. Dans le domaine de la santé, par exemple, le taux de satisfaction des patients hospitalisés est un indicateur qui, en 2023, atteignit 72%. Mais une analyse qualitative révélait que seulement 50% des patients estimaient que le personnel soignant leur consacrait suffisamment de temps pour expliquer leur traitement. Cette divergence entre la mesure quantitative et la perception qualitative souligne l'importance de compléter les indicateurs techniques par des outils centrés sur le ressenti des usagers. Pour répondre aux attentes des usagers, il est nécessaire de développer des indicateurs mixtes combinant données quantitatives et qualitatives. Ces outils permettent non seulement de mesurer la performance réelle, mais aussi de mieux comprendre les attentes spécifiques des usagers. Ils contribuent à orienter les politiques publiques vers une amélioration continue, fondée sur des retours concrets. L'évaluation de la performance de l'administration publique repose sur l'intervention d'un ensemble d'acteurs, parmi lesquels les parlementaires occupent une place centrale. Porteurs des attentes des citoyens, ils disposent de divers leviers institutionnels pour orienter, contrôler et améliorer les politiques publiques. Leur rôle est particulièrement stratégique lorsqu'il s'agit de veiller à ce que les indicateurs de performance reflètent non seulement les objectifs de gestion publique, mais également les besoins réels des usagers. Selon le rapporteur du Sénat Philippe Morini, l'analyse des indicateurs doit être permise par leur exhaustivité, leur stabilité et leur intelligibilité. Une interview réalisée avec le député Philippe Fay de la 4e circonscription du Pas-de-Calais et rapporteur du budget pour la mission enseignement scolaire nous éclaire sur les responsabilités et les défis associés à leur mission. Philippe Fay insiste sur le caractère essentiel des indicateurs de performance pour l'évaluation des politiques publiques. C'est ce qui ressort dans son interview. Ces outils qui permettent de mesurer les résultats obtenus par les administrations jouent un rôle clé dans la prise de décision budgétaire. Toutefois, ils soulignent également leur complexité technique qui les rend parfois peu accessibles.
tant pour les parlementaires eux-mêmes que pour les citoyens. Cette opacité peut entraver la compréhension des priorités budgétaires et des résultats attendus. Prenons l'exemple des indicateurs relatifs à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Bien qu'ils soient cruciaux pour mesurer les efforts déployés dans ce domaine, ces indicateurs manquent encore de clarté et d'exhaustivité. Ils ne reflètent pas toujours les besoins réels des élèves et de leurs familles. Cela limite leur utilité pour orienter les choix budgétaires. Philippe Fay appelle à une simplification et à une meilleure lisibilité des indicateurs, notamment en y intégrant des données qualitatives recueillies auprès des usagers. Par exemple, des enquêtes de satisfaction menées auprès des parents pourraient enrichir les indicateurs existants en identifiant les lacunes en matière d'accompagnement humain et matériel selon lui. En tant que rapporteur du budget enseignement scolaire, Philippe Fay mobilise divers outils parlementaires pour exercer son contrôle sur les indicateurs de performance. Écrites et orales, premièrement, au gouvernement, qui permettent de demander des précisions sur l'évolution des indicateurs et de pointer des dysfonctionnements. Les auditions en commission, au cours desquelles les parlementaires interrogent les responsables administratifs sur les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus. L'analyse des rapports annuels de performance, les RAP, documents essentiels pour évaluer les écarts entre les objectifs fixés et les résultats atteints. Ces instruments lui ont permis, par exemple, de proposer des amendements visant à augmenter les crédits alloués à l'inclusion scolaire dans les projets de loi de finances pour 2023 et 2024. Il a également soutenu le financement accru des accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH, et des équipements pédagogiques adaptés, répondant ainsi aux besoins identifiés sur le terrain. Pour Philippe Fay, les parlementaires doivent adopter une approche proactive pour améliorer les indicateurs de performance. Il propose plusieurs axes de réforme. Tout d'abord, promouvoir une approche participative, c'est-à-dire impliquer directement les citoyens, les associations et les collectivités locales dans la définition des indicateurs, notamment via des plateformes numériques de consultation. Il propose également d'encourager l'expérimentation, c'est-à-dire tester de nouveaux indicateurs dans des contextes pilotes avant leur généralisation afin d'évaluer leur pertinence et leur impact. Le troisième axe qu'il propose s'agit de renforcer la collaboration avec les organismes de contrôle. Ici, la Cour des comptes, notamment, pourrait jouer un rôle plus actif dans l'évaluation des indicateurs existants et dans la proposition d'amélioration. Le député propose également la création du groupe de réflexion transpartisan. Ces groupes, réunissant parlementaires, experts et représentants de la société civile, pourraient favoriser une réflexion collective sur l'évolution des dispositifs d'évaluation. Il existe des outils à privilégier pour mesurer les progrès réels pour les usagers. Au-delà de la définition des indicateurs, Philippe Fay souligne l'importance de s'assurer qu'ils mesurent des progrès concrets pour les usagers. Cela nécessite un suivi rigoureux et des outils adaptés tels que les enquêtes de satisfaction, les consultations citoyennes qui offrent un espace d'expression aux citoyens pour identifier leurs priorités et proposer des améliorations, des audits indépendants qui sont réalisés par des organismes externes pour garantir une évaluation objective de l'impact des politiques publiques, l'analyse de données ouvertes qui sont facilitées par des technologies numériques et qui permettent un suivi en temps réel des indicateurs et une meilleure réactivité. Philippe Fay insiste également sur la nécessité d'une collaboration accrue entre les parlementaires et les institutions ou les centres de recherche qui peuvent fournir des analyses méthodologiques approfondies pour évaluer les politiques publiques. Le rôle des parlementaires dans l'amélioration des indicateurs se manifeste également à travers leur contribution lors des débats sur les lois de finances. Par exemple, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2023, les parlementaires ont souligné les limites des indicateurs sur l'accès aux soins, tels que le délai moyen d'obtention d'un rendez-vous médical chez un généraliste. Cet indicateur masquait des disparités importantes entre zones urbaines et zones rurales. Dans le cadre de la mission enseignement scolaire, des critiques ont été formulées sur l'indicateur du taux de remplacement des enseignants absents. Ce taux affiché 83% en 2022 ne prenait pas en compte le délai moyen de remplacement ni la qualification des remplaçants, deux éléments essentiels pour garantir la qualité de l'enseignement.
L'intégration du point de vue de l'usager dans l'évaluation des politiques publiques repose sur la mise en œuvre de dispositifs adaptés pour recueillir, analyser et prendre en compte les retours des usagers. Ces méthodes, qui combinent des approches quantitatives et qualitatives, visent à capter la perception directe des usagers sur la qualité des services publics et à identifier les leviers d'amélioration prioritaires. Les enquêtes de satisfaction constituent l'un des outils les plus utilisés par l'administration pour évaluer l'expérience des usagers. Ces enquêtes permettent de mesurer divers aspects tels que la qualité de l'accueil, la clarté des informations ou encore les délais perçus. Un exemple parlant est celui des enquêtes réalisées par l'INSEE sur les services publics numériques. En 2023, 84% des usagers de servicepublic.fr se déclaraient satisfaits de la simplicité des démarches. Cependant, ce chiffre cachait des écarts importants. 92% des jeunes adultes jugeaient le service performant, contre seulement 58% des seniors, qui signalaient des difficultés d'utilisation et un manque d'accompagnement. Ces données permettent d'identifier des publics spécifiques nécessitant une attention particulière. Dans le domaine de la santé, les enquêtes menées auprès des patients hospitalisés offrent des retours précieux sur leur expérience. À titre d'exemple, 72% des patients interrogés en 2022 se déclaraient satisfaits de leur prise en charge globale, mais seulement 50% estimaient avoir reçu des explications claires sur leur traitement. Ces résultats, centrés sur la perception des usagers, permettent de cibler des actions concrètes pour améliorer la communication et l'accompagnement des patients. Les plateformes participatives constituent une autre méthode efficace pour recueillir les retours des usagers. En France, la plateforme Mon Avis, lancée en 2019, permet aux citoyens d'évaluer les politiques publiques et de proposer des améliorations. En 2023, plus de 250 000 contributions ont été recueillies, notamment sur des sujets liés à la santé, à l'éducation et au transport. Par exemple, dans le cadre des consultations sur la réforme des retraites, de nombreux participants ont souligné la complexité des démarches administratives pour accéder à une estimation précise de leur pension. Ces retours ont conduit à une simplification des simulateurs de retraite en ligne. Parlons maintenant des ateliers citoyens. Ces groupes de discussion, ou focus groups, permettent d'explorer en profondeur les attentes et les perceptions des usagers sur les thématiques spécifiques. Ces dispositifs, souvent utilisés en complément des enquêtes, offrent une approche qualitative pour comprendre les besoins des publics les plus vulnérables. Par exemple, dans le cadre de la transformation numérique des services publics, des ateliers citoyens ont été organisés en 2022 pour recueillir les attentes des personnes âgées et des populations en situation de précarité numérique. Ces échanges ont révélé un besoin important d'accompagnement humain, conduisant à la création de guichets dédiés dans certaines mairies. Par ailleurs, pour analyser et partager les retours des usagers de manière dynamique, certaines administrations utilisent des tableaux de bord interactifs. Ces outils permettent de visualiser en temps réel les données recueillies et d'identifier rapidement les points de friction. Par exemple, dans le secteur des transports, les autorités régionales ont mis en place des tableaux de bord combinant des indicateurs techniques comme la ponctualité ou la fréquence et de retours d'usagers sur le confort ou la communication en cas de perturbation. Ces données croisées permettent d'orienter les décisions en fonction des priorités exprimées par les usagers. Malgré ces avancées, des défis importants subsistent. Tout d'abord, la collecte des retours des usagers peut être biaisée si elle n'inclut pas une diversité suffisante de profils. Les publics les plus vulnérables, comme les personnes âgées ou les habitants des zones rurales, sont souvent sous-représentés dans les enquêtes en ligne. De plus, l'exploitation des données qualitatives reste parfois limitée par un manque de coordination entre les administrations et une faible intégration des résultats dans les processus décisionnels. Pour répondre à ces défis, il est essentiel de renforcer la représentativité des dispositifs de consultation et de systématiser l'utilisation des retours d'usagers dans l'élaboration des politiques publiques. Une formation accrue des agents publics à l'analyse des données qualitatives et la création de plateformes numériques accessibles à tous pourraient également contribuer à améliorer l'efficacité des dispositifs existants. Pour ce faire, des efforts ont été fournis dans le cadre de la mission Sport, Jeunesse et Vie associative pour évaluer l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau. Le taux d'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau a été instauré en 2010, soit plusieurs années après l'entrée en vigueur de la LOLF.
car les listes permettant d'acquérir des données relatives à cet indicateur n'existaient que depuis 2 ans avant la création de l'indicateur, ce qui empêchait sa création antérieurement, comme mentionné dans les PAP et les RAP de 2010. Or, cette instauration tardive n'empêche pas l'indicateur d'être toujours présent près de 13 ans plus tard, ce qui témoigne de son importance du point de vue de l'usager. Les dispositifs légaux encadrant l'évaluation de la performance publique en France ont suivi une trajectoire évolutive depuis l'adoption de la loi organique relative aux lois de finances en 2001. Cette réforme a introduit une approche de gestion publique axée sur les résultats, permettant de mettre l'accent sur la responsabilité des gestionnaires et la transparence des politiques publiques. Si cette logique a conduit à une meilleure rationalisation des ressources publiques, elle a également soulevé de nouveaux défis, notamment concernant la pertinence des indicateurs utilisés. Une tendance notable est la requalification de certains indicateurs qui, d'un point de vue initialement centré sur l'expérience des usagers, ont évolué vers une évaluation davantage collective, souvent qualifiée de point de vue du citoyen. L'adoption de la LOLF a marqué une étape majeure dans la modernisation de la gestion publique en France. En remplaçant une logique de moyens par une logique de résultats, cette réforme a imposé aux administrations publiques de définir des objectifs clairs et mesurables, accompagnés d'indicateurs de performance inscrits dans les PAP. Cette exigence visait à garantir une meilleure lisibilité des politiques publiques et à renforcer leur efficacité. À son origine, la LOLF cherchait également à répondre aux attentes des usagers en intégrant leur point de vue dans l'évaluation des politiques publiques. Par exemple, dans le domaine de la santé, l'introduction d'indicateurs tels que le taux de satisfaction des patients hospitalisés ou le délai moyen d'accès aux soins urgents reflétait cette volonté de mesurer l'expérience directe des usagers. Ces données étaient essentielles pour orienter les politiques publiques vers une amélioration tangible de la qualité des services. Cependant, au fil du temps, ces indicateurs ont évolué, souvent sous l'influence de priorités stratégiques plus larges. Cette évolution reflète une tension croissante entre deux logiques complémentaires mais parfois concurrentes. D'une part, l'évaluation centrée sur l'usager qui mesure la satisfaction individuelle et la qualité perçue. D'autre part, l'évaluation collective qui privilégie les impacts globaux sur la société. La requalification des indicateurs traduit une volonté de mieux aligner les outils d'évaluation sur les enjeux stratégiques de l'action publique. Cette transition, bien que légitime dans certains contextes, peut parfois diluer la prise en compte des attentes spécifiques des usagers. Dans le domaine de l'enseignement, l'indicateur du taux de remplacement des enseignants qui atteignait 83% en 2022, cet indicateur centré sur l'efficacité organisationnelle ne prend pas en compte les retards dans le remplacement ou la qualification des enseignants remplaçants. Les critiques parlementaires ont mis en lumière cette lacune, soulignant la nécessité d'ajuster cet indicateur pour mieux mesurer l'impact réel sur la continuité pédagogique. Par ailleurs, dans la mission enseignement scolaire, l'indicateur scolarisation des élèves du premier degré en situation de handicap s'est vu déqualifié à partir de 2020. En effet, à partir de 2021, les projets annuels de performance renseignent cet indicateur comme du point de vue de l'usager, alors qu'auparavant, il se présentait du point de vue du citoyen. La requalification des indicateurs peut avoir des impacts significatifs sur la prise en compte de l'expérience usager. Les indicateurs, en masquant les problématiques spécifiques, risquent d'accroître le sentiment de déconnexion entre le service public et l'usager. Les résultats, souvent positifs, peuvent contredire les perceptions négatives réelles des usagers, alimentant ainsi une défiance envers les institutions. En négligeant les retours qualitatifs, l'administration fragilise l'acceptabilité sociale de certaines politiques. L'intégration de l'administration et des usagers dans l'élaboration des indicateurs. Une analyse comparative des pratiques des pays de l'OCDE, c'est ce que nous allons voir désormais. La question de l'élaboration des indicateurs de performance publique est essentielle dans la gouvernance moderne. Ces outils ne se limitent pas à la mesure des résultats administratifs ou financiers, mais reflètent également la manière dont les politiques publiques répondent aux attentes des usagers. Dans ce cadre, l'intégration des usagers et de l'administration dans la conception des indicateurs constitue un enjeu fondamental pour garantir leur pertinence, leur représentativité et leur acceptabilité. Une analyse comparative des pratiques des pays de l'OCDE met en lumière des approches participatives variées,
ainsi que les bénéfices et les défis qu'elles impliquent. Les pratiques des pays de l'OCDE offrent des pistes intéressantes pour renforcer l'implication des usagers dans l'évaluation des politiques publiques en France. À l'heure où la confiance des citoyens envers les institutions est souvent mise à l'épreuve, ces approches pourraient contribuer à restaurer le lien entre administration et usagers. Dans son rapport annuel de 2012, la Cour des comptes souligne l'importance d'une démarche participative pour l'élaboration des indicateurs de performance, en insistant sur la nécessité d'intégrer les usagers dans cette réflexion afin de garantir la pertinence et l'utilité des outils de mesure. Elle met en avant que les indicateurs doivent refléter non seulement les résultats des politiques publiques et l'efficience des moyens engagés, mais aussi la qualité du service du point de vue de l'usager. Cette approche vise à renforcer la légitimité des dispositifs de performance en assurant qu'ils correspondent aux attentes concrètes des citoyens. Elle insiste également sur le caractère solide, vérifiable et auditable des indicateurs, qui doivent être conçus en concertation avec les acteurs concernés, qu'il s'agisse des administrations responsables ou des usagers eux-mêmes. Cette participation est essentielle pour garantir que les objectifs de performance traduisent des priorités partagées et que les résultats obtenus soient reconnus comme légitimes et significatifs par les parties prenantes. Enfin, la Cour des comptes compare les pratiques françaises à celles d'autres pays de l'OCDE, notant que les dispositifs les plus avancés implique une forte responsabilisation des acteurs, tant au niveau politique qu'administratif, pour assurer que les indicateurs servent réellement les objectifs stratégiques fixés et soient alignés sur les attentes des usagers.